Bien, bonjour, donc je suis ravi d'être en présence de Thierry Redon. Bonjour Thierry. Salut Christophe. Donc, écoute, je suis vraiment ravi de te retrouver. Alors, pour parler de Thierry, en quelques mots par rapport à ce que j'ai traversé avec Thierry, c'est que Thierry m'a aidé à monter mon projet sur de l'illusion de l'amour au couple sacré. Et puis, il y a eu tout un travail qui a été fait dans la partie invisible de l'iceberg avec Thierry. Et puis cet iceberg, il est tellement grand qu'on continue de l'explorer. Et Thierry, c'est aussi mon thérapeute, c'est mon accompagnateur de lancement de projet. Et Thierry, je l'ai aussi connu grâce à un projet qu'il a monté qui s'appelle l'Aventure. Il a aussi monté Au cœur de l'humain, il va vous en parler. D'ailleurs, je te laisse la parole pour te présenter un peu plus en détail, Thierry, à toi. Ouais. Eh bien, déjà, j'ai envie de te remercier de me donner l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui à l'intérieur de ton programme, effectivement, sur lequel on a travaillé ensemble en co-création finalement pour euh, accoucher de ce beau programme en termes d'intention, en termes de contenu. Et effectivement, je suis aussi ravi et honoré que tu m'aies fait confiance sur d'autres sphères pour aller encore un petit peu plus loin dans tout ce chemin de conscience et de transformation que l'on vit tous dès lors qu'on est en chemin de conscience. Et l'entrepreneuriat est un catalyseur de ce chemin. Je dirais enfin, moi, j'aime bien dire que l'entrepreneuriat est un parcours initiatique, tout comme le couple l'est d'ailleurs. Et je crois qu'on va parler plus Absolument. spécifiquement du couple aujourd'hui. Thierry, Voilà. alors quand tu parlais, on te voyait figé. Là, je pense que là, c'est parti, on te revoit bien. Vas-y, Ok. impeccable. Donc, c'était figé, mais bon, après, on t'a bien entendu. Alors, par rapport à ce que tu as créé, ton parcours, ce que tu proposes actuellement, est-ce que tu vas en parler un petit peu? Ouais, alors je peux peut-être commencer par le parcours, comme ça donne un petit peu de contexte et d'histoire. Donc, qui suis-je? J'ai passé 15 ans dans des grands groupes dans le secteur informatique et télécom. J'ai eu une carrière assez variée, puisque j'ai commencé purement dans la technique. J'ai évolué vers la gestion de projet, du management, du business développement, du marketing. Ouais, donc j'ai touché à beaucoup de choses dans des grands groupes. Et à titre perso, j'ai vécu un grand virage, un premier grand virage, on va dire, à l'aube de mes 30 ans, puisque je me suis séparé, j'étais marié à ce moment-là, et mon père est décédé 15 jours, 3 semaines, j'ai plus les dates en tête précisément, après avoir décidé de me séparer. Donc c'était pour moi un gros électrochoc finalement, cette période-là, qui m'a amené dans des questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et finalement, la prise de conscience que le chemin que j'étais en train de suivre n'était fondamentalement pas lui qui me correspondait en termes de valeur, en termes de sens. Donc, j'y ai trouvé un certain épanouissement, mais il y a un moment où ça ne me correspondait plus et j'ai eu besoin d'autre chose. Et toute cette prise de conscience, elle a pu se faire au travers d'une part d'un travail en thérapie individuelle et d'autre part au travers de différentes formations dans les domaines du coaching, de la thérapie et de l'entrepreneuriat aussi. J'aime bien mettre toutes ces sphères-là dans un seul et même panier, puisque finalement, tous ces sujets-là, toutes ces formations, tous ces stages, ces séminaires ont été catalyseurs d'une grosse transformation intérieure. On a, Voilà, on a toujours une image un petit peu figée, pardon, quand on te regarde, je préfère te le dire pour savoir si tu as ouais, la même je image. sens Ouais. ralenti un peu, ouais. Hmm. Malheureusement, je ne vois pas ce que je peux faire de mon côté. Alors, je sais pas, de mon côté non plus. En tout cas, on t'entend bien. Et donc, du coup, il y a eu des électrochocs et un gros cheminement de développement personnel, un travail sur toi. Et c'est ce que j'aime aussi dans ta façon d'être et de te communiquer, c'est que tu as une grande bienveillance. D'ailleurs, nous allons parler un petit peu de la communication bienveillante et authentique, qui joue d'ailleurs un rôle important aussi dans le couple. Et c'est ce que j'apprécie dans ton accompagnement, parce que souvent, quand on caricature un peu les hommes et les femmes, on a tendance à attribuer aux hommes une image euh, un peu violente. Et au contraire, je pense que cette image elle est en train de changer complètement, parce que finalement, on peut avoir aussi une grande force
en étant homme et sensible en même temps. Et je sais que tu en es, et moi, je l'assume aussi, tout en étant un homme. Et donc, je trouve qu'on parle du couple, mais aussi même dans les relations, la communication bienveillante et authentique, elle nous apprend beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle t'a apprise, cette communication? Ouais, bah, déjà, en fait, tu vois, j'ai envie de remettre un peu en perspective avec ce que j'ai vécu, moi, au cours de ma petite expérience de vie. Tu vois, je te parlais de mon expérience quand j'étais manager dans des grands groupes. Et Oui, en fait, à l'époque, déjà, ce que je me disais, j'avais entre 20 et 30, 30-35, entre 25 et 30-35. Et régulièrement, je me disais, il y a un truc qui est un peu de l'ordre du rôle qu'on doit jouer. Tu vois, je me disais, en tant que manager d'une équipe, je dois incarner un rôle, je dois transmettre finalement euh, une énergie ou transmettre finalement, comment dire, je devais adhérer finalement par ma position hiérarchique au sens de l'entreprise, même si fondamentalement, je n'étais pas forcément toujours complètement à l'aise avec tout, mais il y avait un espèce de rôle à jouer. Et j'ai senti, moi, intérieurement, dans ce truc-là, le malaise que ça crée, parce que il y a des fois où voilà, ça venait un peu en friction avec mes valeurs, avec ce que je croyais. Euh, et il y a un endroit où ça a créé un malaise qui m'a finalement donné envie de quitter ce monde-là pour créer mon activité. Voilà. Il y a une activité, en fait, dans laquelle l'authenticité, la vulnérabilité est au cœur de mon quotidien, que ça soit dans la relation avec mes clients, mes partenaires, mes collaborateurs, avec tout le monde. Et c'est ce que j'aime dans l'écosystème dans lequel je suis maintenant et dans l'énergie dans laquelle je suis aussi, parce que ça part de soi, en fait, de pouvoir être dans cette dynamique-là. Eh bien, c'est que aujourd'hui, je suis régulièrement surpris, en fait, en rencontrant quelqu'un dans l'écosystème dans lequel je suis, que très rapidement, on puisse se partager des choses hyper intimes et hyper en vulnérabilité, ce qui est à des années-lumière de ce que j'ai connu dans le monde du corporate, tu vois, dans le monde des grandes entreprises. Alors voilà, ce que je disais, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, c'est avant tout un choix finalement de positionnement, de dire, je suis comme je suis, je n'ai pas à me cacher de qui je suis, et puis l'autre, il prend ou il prend pas. En fait, si ça le confronte trop à certains endroits, quand je suis dans ma vulnérabilité, dans mon authenticité, c'est son bout à lui de la relation. Après, évidemment, on essaye d'être intelligent. Il y a toujours une danse à deux dans la relation. Mais en même temps, voilà, mon postulat de base, moi, c'est l'envie d'être qui je suis, d'assumer pleinement qui je suis. Et à mon sens, c'est là qu'on peut créer des relations qui sont saines, équilibrées, justes et dans lesquelles on peut se déployer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. oui, complètement, ouais. C'est exactement ça. Et puis c'est vrai que dans notre éducation masculine, on n'est pas forcément habitué à partager sa vulnérabilité. C'est quelque chose qui est encore un peu tabou. D'ailleurs, je regardais il n'y a pas longtemps un reportage sur toutes ces séries américaines qui ont bercé des fois nos enfances, qui stéréotypaient complètement l'homme dans une violence ou dans un esprit combatif. Donc, ça caricaturait l'approche masculine en cachant bien ses failles et ses faiblesses. Or, on peut être très fort en étant vulnérable. Et je trouve que voilà, tu es coach, mais tu as été manager aussi. Et moi aussi, j'étais dans un grand groupe du CAC 40. Et c'est vrai que je trouve que la vulnérabilité est un peu tabou. Et au contraire, Ouais. plus on peut la Il n'y a pas partager. tellement ça. Voilà. Et quand on sait qu'on est des êtres d'émotion, à plus de 80%, ça fait quand même partie des choses à prendre en compte dans un être humain. Et on voit c'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out aussi dans certaines de ces entreprises, parce que l'humain n'est plus considéré et malheureusement, c'est devenu un cas très, très classique. Donc c'est bien, ça nous a poussé à sortir et à créer ce qu'on est. Donc c'est parfait. Et donc l'idée, Ouais. c'est qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc du coup, ça t'a obligé à reconnaître tes émotions et à les exprimer, ce sur quoi tu n'avais pas forcément euh, d'habitude, ou en tout cas Ouais, ouais, de base. absolument. Mais en fait, moi, ça a été des années d'une part par l'accompagnement individuel que j'ai eu. Alors moi, j'ai beaucoup
j'ai été accompagné par 2 thérapeutes gestaltistes d'abord, et c'est avec eux, je dirais, que dans cette première phase de conscience que j'ai œuvré. Et je me souviens d'une séance en particulier avec mon thérapeute. Alors à l'époque, j'étais en présentiel, j'étais dans le canapé face à lui qui était dans son fauteuil. Il me demandait ce que je ressentais. Et je me disais, c'était hyper compliqué pour moi de mettre des mots sur mon ressenti. Et du coup, avec le recul, je peux voir que ma réponse a été complètement intellectuelle. Et en fait, ça a été tout un chemin pour moi de réussir à aller au contact de mes ressentis dans mon corps, ce qui aujourd'hui, globalement, j'ai quand même beaucoup plus l'accès, mais juste de sentir dans mon corps, tiens, il se passe tel truc, tiens, j'ai la gorge qui se noue, tiens, j'ai le ventre qui est en train de faire des nœuds, j'ai une tension dans la nuque, etc. Ou alors, au contraire, je sens un relâchement. En fait, ça m'a demandé des années pour pouvoir juste le sentir et après le verbaliser. Donc, du coup, ça t'a permis à mieux tenir compte de tes ressentis et en même temps savoir écouter le ressenti de l'autre et à l'aider à exprimer ce qu'il ressent aussi dans ta communication. Ouais. Pour moi, le chemin, il est avant tout tourné vers soi. En fait, c'est finalement d'être capable de faire ce chemin-là pour soi, pour pouvoir parfois l'exprimer dans la relation avec l'autre. Et c'est là qu'on peut être dans une relation vraie, authentique, dans sa vulnérabilité. Et moi aussi, là aussi, ça a été pour moi des années de cheminement pour voir finalement que quand on est et qu'on ose être dans sa vulnérabilité, on est tout sauf fragile, en fait. Ou on est tout sauf moins que l'autre dans la relation. Au contraire, en fait, c'est une grande force d'être vraiment là, dans sa vulnérabilité, d'oser dire ce qui est, même quand ça crée de l'inconfort. Et ça demande beaucoup d'humilité, en fait, pour aller vers ce chemin-là. Mm. Et là, il y a une grande force. Est-ce que tu as une méthode pour aller vers cette communication bienveillante et authentique? Parce que tu sais, on a parlé ensemble de la CNV qui a un process. Est-ce que là-dessus, toi, tu as une méthode pour la mettre en marche, cette communication-là, ou c'est juste du domaine du ressenti, tout simplement? Pour moi, la première chose, c'est d'être au contact de soi. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup nourri, c'est une approche qui a été développée par De Panafieux dans les années 70, qui est la méthode du qui suis-je. Ça se fait en séminaire pendant 4 jours ou même 7 jours, 10 jours, où on est juste avec la question « dis-moi qui tu es ». Et par cette question-là, en fait, c'est une invitation à être en contact avec ce qui est présent pour soi quand on pose la question « dis-moi qui tu es ». Mais au-delà de cette question-là, en fait, c'est pour moi de le faire et le refaire, ça a été m'entraîner à être à l'écoute de ce qui est là pour moi. Alors, je le disais tout à l'heure en termes de sensations dans le corps, mais c'est aussi en termes d'images qui émergent, en termes de petites voix. Donc, tu vois, je montre l'oreille parce que c'est le dialogue intérieur. Donc, quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter? Et pour moi, être dans une relation authentique, la première chose déjà, c'est d'être capable d'être à l'écoute de ça pour soi. Ce qui est déjà colossal, en fait, mon travail. Et à partir de là, à partir du moment où on peut être vraiment finement à l'écoute de ce qui est là pour soi, avec tout l'inconfort que ça amène parfois, eh bien là, on peut communiquer avec l'autre dans la relation, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la relation éventuellement avec un manager, avec un collaborateur, avec un partenaire, avec un client, enfin, je veux dire, avec n'importe qui d'autre. Eh bien, à partir du moment où on a su être à l'écoute comme ça très finement de ce qui se passe pour soi et qu'on ose le partager de manière authentique avec l'autre, là, la relation peut se créer. Donc, tu vois, si tu me parlais de méthode, si je devais élaborer une méthode par rapport à ça, c'est déjà être vraiment pleinement à l'écoute de soi, quitte à se mettre en retrait. C'est ça que j'ai observé aussi pour moi, et puis dans les personnes que j'accompagne, je vois ça aussi. En fait, c'est que parfois on a besoin de se couper, de se mettre en tout cas à l'écart de ce qui crée de l'agitation intérieurement. Finalement, c'est un des grands principes de la méditation, de dire je me pose pour pouvoir être à l'écoute de moi-même, me reconnecter ou me connecter à moi-même. Et là, je peux mettre de la conscience sur ce qui joue pour moi. Et à partir de cette
prise de conscience que j'ai pu faire en me mettant un petit peu en retrait, eh bien, je peux revenir dans la relation avec l'autre. Et là, si je devais élaborer une méthode aussi pour répondre à ta question, je dirais que la première chose en étant dans la relation avec l'autre, c'est déjà de prendre le temps de se poser dans la relation avec l'autre, prendre le temps de connecter vraiment. Et ça, c'est pas évident non plus parce que ça nécessite de prendre du temps. Alors, dans la relation de couple, par exemple, là, tu vois, ça nécessite de prendre une soirée, une journée, un week-end ensemble et de prendre le temps vraiment de se déposer, prendre le temps vraiment de connecter, d'être là ensemble sans avoir un enjeu, sans avoir une to-do list, etc. pour pouvoir, à un moment donné, se retrouver vraiment face à face dans le cœur. Et quand je dis dans le cœur, ça veut dire de se connecter encore une fois à soi, mais aussi à l'autre. Quand je dis se connecter à l'autre, ça veut dire être là dans l'ici et le maintenant en étant dans la pleine acceptation que l'autre, il a une autre expérience que la nôtre et que du coup, on ne détient pas forcément la vérité. À partir du moment où je comprends ça, je peux m'ouvrir au fait que l'autre, quand il exprime quelque chose, ça ne me remet pas forcément personnellement en cause, même si évidemment ça m'invite à aller regarder ce qui joue pour moi en face de ce que l'autre est en train d'exprimer. Mais ce sont deux mondes intérieurs qui se rencontrent. Voilà. Ouais, ça me parle. C'est vrai que ça m'a fait rapidement penser aux écoles Toltec quand il y en a un principe qui dit ne pas faire de suppositions ou ne rien prendre de manière personnelle. Et c'est vrai que dans le couple, bien souvent, on fait des tas de suppositions sur l'autre, sur ce qu'on pense qu'il pense, alors qu'on se trompe des fois complètement. Et puis, on peut prendre de manière très personnelle quelque chose qui n'a rien à voir avec nous-mêmes. Et c'est vrai que prendre le temps de s'écouter soi pour pouvoir mieux écouter l'autre, sans rajouter ses propres séismes, ses propres problèmes, ses propres névroses, ça demande de poser ça. Et c'est vrai que c'est pas évident dans cette société-là, qui est une société de consommation, de se poser, surtout dans l'agitation du quotidien. C'est un temps à créer. D'ailleurs, Ça dépend de régulation finalement dans la relation. Ouais. donc, du coup, tu as un peu répondu à la prochaine question, mais c'est bien, on va pouvoir la compléter aussi. J'avais envie de dire, pour aller bien dans son couple, il faut déjà aller bien dans sa propre vie, il faut aller bien avec soi-même. Et comment tu fais toi pour garder un aliment de vie équilibré, même si tu as dit qu'il t'a donné une idée de se retirer, des fois de s'extraire du problème. Comment tu fais toi pour retrouver ton équilibre? Alors, il y a plusieurs choses, hein, déjà se retirer, mais je pense quand je te pose cette question-là, ça passe aussi par l'alimentation, le sommeil, les projets. Euh, Toi, tu te recentres, si je peux dire ça comme ça? Ouais. Alors, effectivement, pour répondre à ta question, moi, ce que j'ai découvert en chemin, pour moi, c'est que finalement, le fait de se sentir bien, c'est notre propre responsabilité. Que lorsqu'on attend dans la relation que ce soit l'autre qui fasse en sorte qu'on se sente bien, déjà, il y a un truc qui ne va pas au démarrage, pardon, au départ. Donc ça, c'est énorme, en fait, cette prise de conscience de dire que pour que je me sente bien, c'est à moi de faire en sorte de me sentir bien. Donc la première étape, finalement, c'est assumer la pleine responsabilité de mon état. Si je ne me sens pas bien, c'est à moi de faire en sorte de me sentir bien. Et pour ça, encore une fois, ça nécessite d'être extrêmement à l'écoute de ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Donc, ça veut dire déjà d'être capable d'être à l'écoute de tiens, là, il y a un endroit où il y a un malaise. Ok, c'est un signal. Si j'écoute ce malaise, qu'est-ce que je peux faire derrière pour répondre au besoin qui est exprimé au travers de ce malaise-là? Quand je parle de malaise, ça peut être émotionnellement, je me sens chahuté, alors je sens de la colère, je sens de la tristesse, je sens du désespoir. Si je sens des choses comme ça, ok, c'est qu'il y a un message derrière, et donc être à l'écoute de ça, ça veut dire, par exemple, si je ressens de la tristesse, et alors je vais en mettre en perspective dans la relation de couple, puisque c'est central dans ce qu'on évoque aujourd'hui. Ben, si je sens de la tristesse dans la relation de couple, c'est qu'il y a un endroit où il s'est joué un truc dans le couple qui parle de moi. Si je sens de la tristesse, par exemple, parce que
j'ai l'impression que l'autre n'est pas suffisamment disponible, que l'autre n'est pas suffisamment à mon écoute, que l'autre n'est pas suffisamment soutenant dans mes projets, ben, c'est qu'en fait, il y a un endroit où moi-même, peut-être, je ne me reconnais pas suffisamment dans mes qualités, dans mes projets, dans ce que je suis en train de mettre en œuvre. Donc, tu vois, l'autre n'est qu'un miroir de son monde intérieur, de mon monde intérieur. C'est vrai qu'on demande souvent à l'autre de combler ce qu'on n'est pas capable de s'apporter à soi-même. Et clairement, ça aide pas la relation. Et si on n'arrive pas à s'aimer suffisamment avec ou sans l'autre, ben, clairement, ça crée un déséquilibre. Un déséquilibre, exactement. Tu vois, moi, si je devais donner une image, en fait, si on n'a pas conscience de ça, on peut être deux dans la relation comme ça, être un peu bancal, en fait, à s'appuyer l'un sur l'autre. Alors que le but dans la relation, c'est d'être les deux dans sa stabilité, dans son axe. Et du coup, la relation, elle est vertueuse, elle permet d'aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort, si je reprends des slogans publicitaires. Mais tu vois, pour moi, c'est vraiment ça l'image. C'est vrai qu'on a tendance à attacher l'amour à la dépendance, alors qu'au contraire, l'amour, alors, ce n'est que ma définition, mais en tout cas, je comprends de plus en plus que l'amour, c'est aussi du détachement, c'est laisser libre l'autre, c'est se laisser libre soi, et on peut vivre ensemble très bien aussi comme ça, sans forcément vivre seul. Et du coup, on n'est pas en dépendance, et quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre ne tombe pas, c'était celui-là. Exactement. 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 Ouais. Donc, du coup, c'est vachement important. Et puis on a aussi du féminin et du masculin en nous. Donc, est-ce qu'on ne parle pas de notre propre féminin et de notre propre couple intérieur que nous sommes aussi? Ça va, je suis clair? Ouais. Ouais, très clair. J'étais en train de me dire que je n'avais pas complètement répondu à ta question de ce que je fais pour prendre soin de moi. Oui. Donc, je parlais de la première étape qui est d'être à l'écoute de soi. Et la deuxième étape, enfin, la première, c'est d'assumer la pleine responsabilité. La deuxième, c'est d'être à l'écoute de soi. Et la troisième, c'est de répondre à ses besoins. Et là, j'aime bien dire que finalement, les besoins, moi, j'aime bien les mettre en perspective avec nos 3 centres d'intelligence. Alors, on a tous, d'une part, le mental, centre d'intelligence qu'on connaît bien en Occident. On a aussi le centre d'intelligence émotionnel, qu'on va situer plutôt au niveau du cœur. Et on a un troisième centre d'intelligence qui est au niveau corporel. Alors, quand je dis ça, et pourquoi je dis ça, eh bien, en fait, c'est une invitation à être à l'écoute de ses besoins sur ces 3 plans. Quand on parle de nourrir des besoins au niveau du mental, ça va être parfois on peut avoir besoin d'aller se documenter, se renseigner, lire un livre, se former, etc. En fait, des outils, des approches qui vont nous permettre de prendre du recul sur la situation. Donc là, tu vois, je le situe plutôt au niveau du mental. Après, répondre à ses propres besoins en assumant la pleine responsabilité, toujours, au niveau émotionnel, mais ça va être par exemple de prendre un temps pour méditer, pour libérer une émotion qui est là. Donc, tu vois, il y a plein de méthodes de libération émotionnelle. Je pense à l'EFT, je pense à aller faire de la boxe contre un punching ball, là, ou je sais pas quoi, un truc comme ça pour libérer, par exemple, la colère. Ou alors simplement prendre le temps de se poser et de pleurer toutes les larmes de son corps qui ont besoin de sortir avant de pouvoir passer à autre chose. Et c'est là toute la magie de toutes ces approches finalement de libération émotionnelle, c'est que quand on laisse s'exprimer ce qui est là, il y a quelque chose d'autre qui apparaît après. Quand je parle de nourrir les besoins émotionnels, moi j'aime bien aussi, tu vois, à titre perso, moi je suis très sensible à la musique. Et le matin, je le vois en fait en fonction de l'énergie dans laquelle je suis, je vais avoir un choix musical. Moi j'aime bien mettre la musique assez rapidement quand je me lève. Soit je vais mettre une musique triste qui va parfois m'aider à libérer une émotion de tristesse qui est là et qui a besoin de s'exprimer, mais je sens qu'elle est là, mais ça n'arrive pas à sortir. Je mets de la musique, c'est une musique un peu triste, mélancolique, qui va m'aider à libérer ça. Et parfois, au contraire, je vais avoir envie de me dynamiser, et du coup, je vais mettre une musique qui va être plutôt péchue, et là, ça va pouvoir m'emmener dans une autre énergie. Donc, tu vois, sur les aspects émotionnels, il y a ça. Après, il y a, on va dire, globalement, tout ce qui est lié à l'art, en fonction des sensibilités des uns et des autres, pour nourrir émotionnellement, enfin nous nourrir émotionnellement. Certains aiment regarder des films, regarder des toiles dans des musées, etc. etc. Donc, il y a tout ce champ-là.
Il y a aussi, on va dire, sur tout ce qui est émotionnel, j'ai envie de mettre tout ce qui est lié à la relation. Tu vois, on a besoin, et dans certaines phases de vie ou certains moments, on a besoin de nourrir un espace relationnel qui n'est pas forcément que dans le couple. C'est en fait aussi dans les relations sociales, amicales, de voisinage, familiales, etc. Donc c'est individuellement, quand on assume la pleine responsabilité de nos besoins, c'est aller répondre à ces besoins-là, indépendamment du couple. Etc., etc. Voilà, donc, tu vois, là, je suis globalement dans le champ émotionnel. Et puis, si j'adresse le troisième champ qui est corporel, effectivement, tu l'évoquais. Bah, tout ça, tout ce que je dis là, en fait, c'est pour répondre à qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi. Hein. Mm. Et donc, du coup, je le partage comme une invitation à explorer ces champs-là. Et donc, ouais, tu t'évoquais aussi tout ce qui est lié à l'alimentation. Donc là, tu vois, je parle on va dire, du champ corporel, c'est d'être à l'écoute de mes besoins en termes d'alimentation, parce que je suis en énergie basse et j'ai besoin de me nourrir de quelque chose qui va me donner de l'énergie. Est-ce que je mange trop lourd, trop gras, trop sucré, et puis du coup, je me rends compte que ça me plombe en termes d'énergie. Donc, est-ce que je peux modifier à cet endroit-là? C'est aussi, au niveau corporel, avoir une activité physique qui me fait du bien. Alors, pour certains, c'est du yoga, du tai chi, du qigong, voilà, des pratiques plus ou moins douces d'ailleurs, en fonction de ce qu'on en fait. Euh, Parfois, ça va être d'aller faire un footing, ça va être de faire quelque chose qui est plus cardio, qui met en mouvement et qui va inviter à respirer. Ça, c'est aussi un de nos grands besoins à tous, en fait, c'est d'avoir une respiration qui soit fluide et ample. Et ce qu'on observe, en fait, quand on s'intéresse vraiment à ça, c'est que, en fait, dès qu'on a quelque chose qui se cristallise émotionnellement, quelque chose qui coince, en fait, notre respiration est impactée immédiatement. Donc, avoir des pratiques corporelles qui vont nous inviter à redonner de l'espace, de la circulation, de l'amplitude dans notre respiration, c'est un super bon cadeau qu'on peut se faire. Donc, être à l'écoute de sa respiration est un super moyen de s'observer. Et puis, sur l'aspect corporel, et je m'arrêterai là sur le portrait de tout ce qu'on peut regarder pour se faire du bien, j'ai envie de parler de l'importance de l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit la maison dans laquelle on est, est-ce qu'on est au contact de la nature, est-ce qu'on est sur le bord du périph ou d'une rocade, de l'autoroute. Tu vois, tout ça, ça a un impact sur nous. Et être à l'écoute de soi vraiment peut permettre de se dire, tiens, j'ai besoin d'aller un peu plus en contact de la nature en ce moment, parce que je sens qu'il y a un endroit où c'est un peu figé, c'est un peu tendu, et peut-être que d'aller au contact de la nature me ferait du bien. Donc, tu vois, déjà, juste au niveau individuel, indépendamment de la relation, en fait, on a énormément de choses qu'on peut faire pour faire en sorte de se sentir bien, et donc pour être debout l'un avec l'autre, plutôt que bancal l'un avec l'autre, en appui l'un sur l'autre. Alors, mais du coup, toi, par rapport à l'alimentation, où c'est vrai que c'est un espace où, typiquement, quand on est en manque d'amour de soi, on a tendance à compenser, des fois en mangeant trop, en buvant trop, notamment, je pense au sucre, hein, qui est présent dans l'alcool. C'est ta volonté qui t'empêche de faire ça, ou c'est ouais, tu as une volonté comme tu connais, tu sais là où tu veux aller, donc du coup, ça renforce ta motivation pour avoir cette hygiène de vie et faire attention à ce que tu Moi, bois. en fait, moi, pour répondre à cette question, il y a un moment où j'ai eu un grand switch. C'est que j'ai vécu une séparation qui était douloureuse et je me suis rendu compte que j'attendais de l'autre de faire en sorte de me sentir bien. Donc, tu vois, ça rejoint tout ce qu'on dit tout à l'heure. Et qu'il y a un moment, du coup, après ça, où j'ai dit, non, je vais arrêter d'attendre de l'autre et je vais assumer la pleine responsabilité de mon bien-être. Et donc, je m'engage avec moi-même à me sentir bien. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai pris conscience de tout ce que je viens d'évoquer. Euh, et c'est à partir de cet engagement-là de moi avec moi, et en étant à l'écoute de mes besoins, que finalement, j'ai appris à mettre mes propres limites. Cas concret pour illustrer ce que je raconte là, tu vois, ça m'est arrivé d'avoir une soirée amicale où il y avait des bouteilles de vin et autres, voilà, et puis les personnes avec qui j'étais étaient plutôt à vouloir consommer de l'alcool sans forcément se mettre de limite.
Et en fait, moi, c'était une période où j'ai fait ce que j'ai nommé l'engagement bien-être 90 jours avec moi. Donc là, je m'étais fixé des règles en fait pendant 90 jours en disant je vais faire 5 fois du sport par semaine, minimum 30 minutes, en tout cas avoir une pratique corporelle. Je prends soin de mon alimentation, je ne bois pas d'alcool, qui était un des éléments. Puis il y en avait d'autres aussi, avec de l'écriture, de la lecture tous les jours, etc. Enfin, tu vois, il y avait plein d'ingrédients. Je vais m'arrêter sur cette histoire d'alcool. En fait, au milieu de ces 90 jours, j'ai eu donc cette soirée amicale où, à un moment, tout le monde buvait du vin et je me suis dit, tiens, en fait, je sens que j'ai envie de boire du vin. Et je me suis autorisé à boire du vin alors qu'a priori, dans mon engagement, moi avec moi, je m'étais dit que je ne prendrais pas de vin. Mais pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'en fait, il y a un endroit où ça nourrissait, que ça m'apportait une forme de plaisir. Donc, tu vois, émotionnellement, ça nourrissait quelque chose. Ça nourrissait aussi un besoin relationnel, tu vois, de partager ce moment convivial avec mes amis à ce moment-là, même si on est d'accord qu'on n'est pas obligé de boire de l'alcool pour que ça soit un moment convivial. Mais à ce moment-là, moi, j'ai eu envie de ça. Et donc, du coup, je me suis autorisé à boire un verre, 2 verres. Et il y a un moment où, moi-même, tout seul, je me suis dit, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je sais que si je prends un peu plus d'alcool, demain, je ne me sentirai pas bien. Et quand je ne me sens pas bien, le lendemain, pour moi, ce qui se produit, c'est que euh, souvent, l'émotion qui émerge derrière ça, c'est de la tristesse. Tu vois, ça fait émerger de la tristesse. Donc, je n'avais pas envie de me sentir un peu vaseux, un peu triste le lendemain, voire même pendant plusieurs jours. Et donc, du coup, moi-même, je me suis autorégulé à partir de cet engagement que j'ai eu avec moi-même et la pleine responsabilité de mon bien-être, où j'ai dit, 2 verres, c'est bien, je n'ai pas besoin de plus. Et ça a été un vrai challenge, en fait, parce que mes amis sont venus me chercher vachement en me disant, ouais, mais regarde, lâche-toi et tout. Et non, parce que moi, avec moi, j'ai pas envie d'aller plus loin, parce que je sais qu'après, je vais le regretter. On peut se lâcher autrement et sans alcool, hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a aussi le côté reptilien qui est très présent, sur lequel le neuromarketing, enfin, les grosses boîtes du CAC 40 appuient lourdement pour vendre des produits sucrés. Et c'est vrai que dans l'alcool, on sait qu'il y a beaucoup de sucre et que ça touche directement la partie reptilienne et donc ça donne envie de consommer de manière animale comme ça. Et c'est vrai qu'il faut d'autodiscipline pour Dino. Ouais, pour moi, tout part vraiment de l'engagement à se sentir bien et d'assumer la pleine responsabilité de ça. Et du coup, c'est être à l'écoute. Tu vois, moi, ça m'est arrivé aussi, évidemment, si je reste sur l'exemple de l'alcool, de boire un troisième ou un quatrième verre, et puis du coup, le lendemain, Payer la de facture. regretter, de trouver que finalement, tu vois, j'aurais pas eu besoin. Ou alors, tu vois, sur un exemple moins discutable, on va dire, sur le fait de me coucher tard. Tu vois, parfois, voilà, je regarde un film, je bouquine ou je sais pas quoi, puis du coup, je me couche tard. Et en fait, le lendemain, je regrette parce que j'ai du mal à me lever, parce que je suis un peu vaseux. Et tu vois, pour moi, c'est la même chose. En fait, c'est être à l'écoute de l'impact de mes décisions instant après instant, m'aide à me réajuster dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être je vais me coucher trop tard, le lendemain, je vais le regretter. Ok, c'est pas grave, tu vois, je vais pas m'auto-flageller pour ça. Mais par contre, la fois d'après, je vais dire, tiens, si je m'écoute là vraiment dans l'ici et le maintenant, je sens que je commence à être un peu fatigué et que si je pousse un petit peu plus, je vais le regretter demain. Donc c'est comme ça que l'autorégulation se met en œuvre, juste à partir de l'engagement, moi, avec moi, à me sentir mieux. Super. Écoute, je te remercie beaucoup. En tout cas, autre chose que je voudrais partager avec toi, parce que tu me parles souvent de l'intention sous-jacente dans les projets professionnels, de mettre une intention. Est-ce que ce ne serait pas pareil dans le couple pour, euh, pour réussir sa vie personnelle? Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de mettre une intention aussi? Je suis convaincu que c'est nécessaire de mettre une intention, effectivement. Euh, Par exemple, tu as un exemple? bah, ouais, alors je peux te répondre en partageant moi, l'intention qui sous-tend pour moi la relation de couple. Tu vois, j'ai beaucoup été nourri, moi, par Harville Hendrix,
qui a écrit avec sa femme, qui était soit dans l'écriture, soit à côté, mais donc c'est celui qui a créé la méthode Imago, qui est un outil utilisé en thérapie de couple. Et sa pensée m'a beaucoup nourri dans mon intention dans le couple, qui est de cheminer ensemble. C'est assumer, encore une fois, la pleine responsabilité de mon expérience dans la relation de couple. Et du coup, c'est... Alors, Harvey Hendricks, lui, il dit même que sa femme, alors, je ne sais plus, je crois que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, que pour elle, pour lui, ils sont compagnons de route. Même avant d'être mari et femme, ils sont compagnons de route. Alors, c'est venu un peu me chercher au début, je me dis, ouais, je n'ai pas forcément envie d'être compagnon. Mais il y a quand même un truc comme ça où finalement, j'ai presque envie de dire que dans la relation de couple, il y a un endroit où on est, et même dans le monde, en fait, il y a un endroit où on est très seul. À partir du moment où on accepte ça, et on est aussi en fait complètement interconnecté, interrelié avec le monde, mais à partir du moment où, pour moi en tout cas, où j'ai accepté le fait qu'il y a un endroit où je suis seul dans la relation de couple, qu'il y a cet endroit-là où je dois prendre soin de moi, ça regravite encore toujours autour des mêmes choses, hein, mais du coup, j'assume la pleine responsabilité de mon expérience dans la relation de couple. Et donc, du coup, plutôt que de faire porter à l'autre mon malaise, mon inconfort, etc., du coup, l'autre devient, dans cette perspective-là, un miroir de mon expérience à moi. Et selon les cas, soit je gère les inconforts que ça génère pour moi, tout seul dans mon coin, et à la limite, l'autre n'a pas forcément besoin de le savoir, enfin, n'a pas besoin, en tout cas, d'en être impacté plus que ça. Et parfois, je considère ou je ressens que c'est intéressant de le partager à l'autre parce que j'ai envie d'être authentique. Mais ce n'est pas pour faire porter à l'autre, mais c'est pour dire, tiens, regarde dans la relation ce qui s'est passé pour moi, voilà ce dont j'ai pris conscience pour moi, et merci de m'avoir aidé à voir ça. Je ne te fais pas porter un malaise pour autant. Mais voilà l'intention pour moi, en fait, globalement dans la relation de couple, c'est que le couple nous permette à l'un et à l'autre de grandir. C'est vrai que tu rappelles souvent qu'il faut prendre responsabilité de la relation et de sa relation à soi. Et il faut bien, pas forcément faire porter le chapeau sur l'autre, mais bien prendre ce qui nous appartient pour pouvoir le transformer et ne pas accuser forcément l'autre, parce que au contraire, c'est une opportunité pour nous de se transformer et de comprendre que c'est à nous de changer. Super. En tout cas, je trouve que c'est super, pour moi, légitime pour parler de communication bienveillante et authentique. Parce qu'à chaque fois, c'est quelqu'un que je ne sens pas du tout dans le jugement. Et justement, du coup, ça donne, et tu es vraiment aussi dans l'écoute, ça donne envie de te parler en n'ayant pas peur de dire les choses aussi bien belles que celles qui peuvent sembler moins belles. Et c'est ce qui fait justement que je trouve que tu es complètement légitime pour parler de ce sujet-là sur la communication bienveillante et authentique. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter sur des questions que je n'aurais peut-être pas abordées, Thierry, ou est-ce qu'on est, on est bon? J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça rejoint toujours la thématique de l'authenticité, de la vulnérabilité. Et dans ce que tu évoques, en fait, moi, ce que j'entends derrière quand on parle de choses belles et choses moins belles, moi, ça m'évoque tous les endroits où j'ai contacté de la honte. Et d'oser aller au contact de ce dont j'ai honte chez moi, ce qui me fait honte. Donc déjà, oser le regarder en face, moi avec moi, et oser le partager avec un autre, c'est encore une autre étape, finalement, amène beaucoup d'humilité. Et c'est en ayant fait beaucoup ce chemin-là, et je ne dis pas que je suis à 100% à cet endroit-là, mais tu vois, en étant dans ce chemin-là, c'est ce qui me permet finalement d'accueillir l'autre avec bienveillance, quoi qu'il se passe ou quoi qui émerge pour l'autre. Tu vois, c'est le respect du monde intérieur de l'un et de l'autre. Donc, tu vois, on parle de bienveillance, de communication dans la relation. Encore une fois, tout part de soi, tu vois, d'oser tourner le regard vers soi
avec tout l'inconfort que ça amène. Pour moi, c'est un énorme chemin d'humilité et c'est grâce à ce chemin-là qu'on peut être dans une relation saine, sereine, de confiance et bienveillante avec l'autre. Super. Et pour ça, il faut prendre ce temps pour soi et avec l'autre aussi, Ouais. de temps en temps. Thierry, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Écoute, de toute façon, nous, on garde le contact parce que j'ai la chance de cheminer avec toi encore. Donc, du coup, là, je vais couper. Et puis, encore merci d'avoir pris ce temps pour parler de l'illusion de l'amour au couple sacré. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Ciao.